Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon frère m'a accusé d'un crime que je n'avais pas commis, alors j'ai fait en sorte qu'il paie le prix fort. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Chris, j'ai 26 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je menais ce que la plupart des gens considéraient comme une vie plutôt réussie à Sacramento. J'avais un excellent emploi en tant que développeur logiciel dans une start-up prometteuse, un appartement confortable et je fréquentais même une femme que je pensais être la bonne, Rachel, 24 ans. Mais tout a changé à cause de mon frère aîné, Marcus, 29 ans, que j'avais toujours admiré malgré sa relation compliquée avec la vérité. En grandissant, Marcus était l'enfant prodige de la famille, surtout aux yeux de notre père, Richard, 58 ans. Il pouvait se sortir de n'importe quelle situation, et je veux dire n'importe quelle situation, tandis que moi, j'étais le garçon calme et responsable, celui qui respectait toujours les règles. Marcus, lui, vivait selon son propre code. Il avait cette incroyable capacité à convaincre les gens de croire tout ce qu'il voulait leur faire croire, et je l'avais vu utiliser ce don d'innombrables fois durant notre enfance pour se sortir d'embarras. Notre mère, Sarah, 55 ans, voyait toujours clair dans ses manigances, mais ses tentatives de le confronter se terminaient généralement par notre père qui défendait Marcus, affirmant qu'elle était trop dure avec lui. Cette dynamique a créé une fracture dans le mariage de nos parents qui ne s'est jamais vraiment refermée, menant à leur séparation lorsque j'avais 16 ans. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs lorsque Marcus a commencé à passer plus fréquemment à mon appartement au cours de l'année écoulée, toujours avec une nouvelle idée de business qui l'enthousiasmait. J'avais économisé pour acheter une bague de fiançailles pour Rachel, prévoyant de la demander en mariage lors de notre prochain voyage à Lake Tahoe. La bague était cachée dans le tiroir de mon bureau au travail, et tout semblait parfait. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez Marcus lors de ses dernières visites. Il semblait nerveux, distrait, et posait sans cesse des questions étrangement précises sur les systèmes de sécurité de mon entreprise et l'accès à la salle des serveurs. En tant que frère, j'ai balayé ses inquiétudes, pensant qu'il s'intéressait probablement à la technologie à cause d'un nouveau projet qu'il mijotait. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que Marcus s'était mis dans de sérieux ennuis avec des gens très dangereux à cause d'une dette de jeu de près de 200 000 $. Et ces gens-là n'étaient pas du genre à accepter des paiements échelonnés ou des excuses. Je ne savais pas non plus que ma nature trop confiante et mon poste dans l'entreprise allaient devenir la solution à ces problèmes, une solution qui allait me coûter tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Le dernier jour normal de ma vie était un mardi. Je m'en souviens clairement, car Rachel m'avait fait la surprise de m'apporter le déjeuner au travail, avec mon curry préféré de ce petit restaurant du centre-ville. Nous étions assis dans la salle de pause en train de planifier notre voyage à Tahoe, complètement inconscient que dans moins de 24 heures, mon monde allait s'effondrer d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Si j'avais su ce que Marcus préparait, j'aurais agi différemment. Mais c'est ça, la confiance, elle vous aveugle face à l'évidence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce mercredi matin a commencé comme n'importe quel autre. Je suis arrivé au travail tôt, comme d'habitude, j'ai passé mon badge de sécurité et salué notre agent de sécurité, Mike, 42 ans, qui travaillait là depuis la création de l'entreprise. Je ne savais pas alors que cette interaction banale allait plus tard devenir une preuve cruciale contre moi. En m'installant à mon poste de travail, j'ai remarqué plusieurs emails urgents de notre équipe de sécurité informatique concernant une activité suspecte sur nos serveurs pendant la nuit. En tant que l'un des développeurs seniors, on m'a demandé d'examiner la situation. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Quelqu'un avait accédé à nos serveurs sécurisés entre 2 h et 4 h du matin, téléchargeant d'énormes quantités de données clients et d'informations financières. L'intrusion était sophistiquée, réalisée avec une connaissance approfondie de nos systèmes. Mais voici la partie la plus effrayante, les journaux d'accès indiquaient que mes identifiants avaient été utilisés. Pire encore, les enregistrements de vidéosurveillance de cette période avaient été mystérieusement corrompus. Les mains tremblantes, j'ai immédiatement signalé cela à ma supérieure, Jennifer, 45 ans. Au début, elle semblait préoccupée mais compréhensive, surtout en raison de mon dossier irréprochable dans l'entreprise. Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure inquiétante lorsque l'équipe de criminalistique a découvert que les données volées avaient été transmises vers un compte offshore et que près de 2 millions de dollars de fonds de l'entreprise avaient disparu avec elles. Avant midi, tout avait dégénéré. 2 agents du FBI sont arrivés au bureau et j'ai été convoqué dans une salle de réunion. Les preuves contre moi étaient accablantes, mes identifiants avaient été utilisés, mon ordinateur portable personnel, que j'avais apporté au travail la veille, montrait des traces du logiciel de piratage, et surtout, une série de mails cryptés avait été retrouvée dans mon compte professionnel, discutant du plan avec une personne utilisant un service de messagerie anonyme. J'ai essayé d'appeler Marcus pendant ma pause déjeuner, désespérément en quête de quelqu'un à qui parler, mais il ne répondait pas. Les appels de Rachel basculaient directement sur sa messagerie vocale aussi, ce qui était inhabituel pour elle. Paniqué,
j'ai appelé ma mère, qui semblait étrangement hésitante. Lorsque je lui ai expliqué ce qui se passait, sa voix tremblait tandis qu'elle me révélait quelque chose qui a tout éclairci avec une horrible clarté. Elle avait vu Marcus quitter mon immeuble à 3 heures du matin la veille, portant ce qui ressemblait à mon sac d'ordinateur portable. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une précision terrifiante. Marcus me posait des questions sur mon emploi du temps depuis des semaines, voulant toujours savoir quand je restais tard au bureau ou quand j'arrivais tôt. Il avait insisté pour m'inviter à prendre un verre la veille au soir, me retenant dehors plus tard que d'habitude. Je me souvenais m'être senti inhabituellement somnolent après seulement 2 bières, comment Marcus avait proposé de me ramener chez moi, et comment il m'avait aidé à monter jusqu'à mon appartement parce que j'étais trop fatigué. Il avait dû en profiter pour prendre mon badge de travail, mon ordinateur portable et mon trousseau de clés de rechange pendant que j'étais inconscient. Mais la pire révélation est arrivée cet après-midi-là. Les agents du FBI ont révélé que quelqu'un avait acheté un billet aller simple pour les îles Caïmans avec ma carte de crédit. Le vol était prévu pour ce soir-là, au nom de Marcus. Lorsqu'ils ont retrouvé Rachel pour l'interroger, elle était à l'aéroport avec Marcus, transportant un sac contenant plus de 50 000 $ en liquide. Ma petite amie depuis 2 ans, et mon propre frère, avaient planifié cela ensemble pendant des mois. Je suis resté assis dans cette salle de réunion, mon monde s'écroulant autour de moi, tandis que les agents m'expliquaient que Rachel avait déjà avoué sa part dans le complot. Elle avait fourni à Marcus des informations sur mon emploi du temps et les protocoles de sécurité de mon entreprise pendant des semaines. Les visites surprises tard le soir à mon bureau, les questions anodines sur mon travail, tout cela n'était qu'une mission de reconnaissance. Ma propre petite amie avait recueilli des informations pour mon frère, l'aidant à me piéger afin que je porte le chapeau pour son plan désespéré de rembourser ses dettes de jeu. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'interrogatoires, de réunions juridiques et de révélations accablantes. L'équipe juridique de mon entreprise, dirigée par la redoutable avocate d'affaires Linda, 52 ans, avait déjà préparé une plainte civile contre moi. Les preuves continuaient de s'accumuler. Ils avaient découvert des emails datant de 3 mois, détaillant minutieusement le plan du braquage, tous apparemment envoyés depuis mes comptes. Quelqu'un avait soigneusement fabriqué une piste menant directement à moi, tout en effaçant soigneusement les liens avec Marcus ou Rachel. Mais c'est la réaction de mon père qui m'a brisé pour de bon. Quand je l'ai appelé depuis le poste de police, sa réponse m'a bouleversé. Il croyait que j'étais coupable. Il avait reçu une série de messages de Marcus, prétendant que j'avais essayé de l'entraîner dans le plan, mais qu'il avait refusé et s'enfuyait maintenant parce qu'il craignait que j'essaie de lui faire porter le chapeau. Mon propre père avait choisi de croire les mensonges de Marcus plutôt que mes supplications désespérées clamant mon innocence. 26 ans à être un fils responsable n'avait rien signifié face aux manipulations de Marcus. Puis est arrivée la nouvelle qui a tout changé. La détective Sarah Chen, 38 ans, qui était chargée de mon affaire, m'a pris à part pour m'informer que Marcus et Rachel n'avaient jamais atteint les îles Caïmans. Leur vol avait été détourné en raison d'une urgence médicale, atterrissant à Miami à la place. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Les caméras de sécurité de l'aéroport les avaient filmés en train de rencontrer un homme identifié comme étant Tommy The Shark Rodriguez, 45 ans, une figure bien connue liée au cercle de jeux clandestin de Sacramento. Tout prenait soudainement un sens effroyable. Marcus ne m'avait pas seulement trahi pour se sauver. Il m'avait utilisé comme bouc émissaire pour rembourser ses dettes de jeu. Les 2 millions de $ volés n'étaient pas seulement une question d'avidité, c'était une question de survie. La détective Chen m'a révélé autre chose, ils avaient trouvé des preuves que Rachel entretenait une relation avec Marcus depuis plus d'1 an. Ces fois où elle disait travailler tard ou sortir avec ses amis, elle était en réalité avec mon frère, complotant ma chute. Mon avocat, James Morton, 63 ans, a réussi à obtenir ma libération sous caution, mais ma vie était pratiquement terminée. Mon appartement avait été perquisitionné, mes comptes gelés et ma réputation détruite. Les chaînes d'information ont diffusé des reportages sur l'employé de confiance qui avait trahi son entreprise. D'anciens amis traversaient la rue pour m'éviter. Ma mère était la seule à me soutenir, mais même elle ne pouvait pas faire grand-chose, à part garder une foi inébranlable en mon innocence. C'est alors que j'ai reçu un email anonyme qui allait tout changer. Quelqu'un utilisant le pseudonyme WITA417 m'avait envoyé une vidéo de surveillance prise dans un café près de mon bureau. La vidéo montrait Marcus en train de rencontrer Tommy Rodriguez 2 semaines avant le braquage, accompagné d'un autre visage familier qui m'a glacé le sang, Jennifer, ma supérieure. La même Jennifer qui s'était empressée de remettre les preuves contre moi au FBI. L'email contenait une autre information cruciale, des numéros de comptes bancaires situés dans les îles Caïmans. L'expéditeur prétendait que ces comptes prouveraient mon innocence, mais y accéder nécessitait des compétences que je n'avais pas et des actions que je n'aurais jamais pensé envisager. Je suis resté assis dans la chambre d'amis chez ma mère, fixant l'écran de mon ordinateur portable, réalisant que suivre les règles ne m'avait mené nulle part.
Si je voulais obtenir justice, je devais entrer dans l'ombre, là où Marcus avait toujours excellé. L'ancien Chris, celui qui respectait les règles, honnête et confiant, est mort cette nuit-là. À sa place est né quelqu'un d'autre. Quelqu'un prêt à tout pour blanchir son nom et s'assurer que Marcus, Rachel et tous ceux impliqués paient pour ce qu'ils avaient fait. Je n'avais plus rien à perdre. Mais surtout, j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, la motivation d'être aussi impitoyable que mon frère, et un plan qui rendrait sa trahison insignifiante en comparaison. L'email anonyme m'a entraîné dans un labyrinthe que je n'aurais jamais imaginé explorer. Après 3 nuits blanches passées à suivre des pistes numériques, j'ai découvert que Witwa 417 était en réalité Kevin, 31 ans, un ancien employé licencié 6 mois plus tôt après une altercation avec Jennifer. Depuis lors, il rassemblait discrètement des preuves de malversation au sein de l'entreprise, convaincu que quelque chose de louche se tramait à des échelons plus élevés. Kevin et moi nous sommes rencontrés en secret dans un vieux dîner délabré à l'extérieur de la ville. Ce qu'il m'a montré m'a fait bouillir de rage. Jennifer détournait de l'argent depuis des années grâce à un stratagème sophistiqué, et Marcus avait découvert son secret. Au lieu de la dénoncer, mon frère l'avait fait chanter pour qu'elle l'aide dans son plan. La faille dans les serveurs n'était pas seulement une histoire de vol de 2 millions de dollars, c'était une diversion destinée à masquer des années de détournement totalisant plus de 15 millions de dollars. J'étais juste le bouc émissaire parfait, un employé de confiance avec un accès de haut niveau et un lien pratique avec Marcus. Mais l'aide de Kevin avait un prix. Il voulait se venger de Jennifer, et son plan était bien plus élaboré que de simplement exposer la vérité. Il m'a présenté sa sœur Maya, 28 ans, une ancienne hackeuse éthique devenue consultante en cybersécurité. Ensemble, ils bâtissaient un dossier contre Jennifer et plusieurs membres du conseil d'administration. Mais ils avaient besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui avait encore des identifiants actifs dans le système de l'entreprise, quelqu'un comme moi. Je savais qu'en les aidant, je franchirais des limites que je ne pourrais jamais effacer. Mais lorsque j'ai appris que Rachel avait vidé notre compte d'épargne commun, l'argent que j'avais mis de côté pour sa bague de fiançailles la veille du vol de données, quelque chose s'est brisé en moi. Elle ne s'était pas seulement contentée de trahir ma confiance, elle avait planifié ma destruction pendant des mois, tout en prétendant m'aimer. La phase suivante de notre plan nécessitait un timing parfait. Grâce aux connaissances internes de Kevin et aux compétences techniques de Maya, nous avons mis en place une piste numérique complexe qui mènerait le FBI directement au compte caché de Jennifer. Mais nous n'avons pas seulement trouvé des preuves de ces crimes. Nous avons découvert des emails révélant que mon père était au courant du plan de Marcus depuis le début. Il n'avait pas simplement choisi de croire Marcus plutôt que moi. Il l'avait aidé activement à me piéger, convaincu que je recevrais une peine plus légère que Marcus pour ses dettes de jeu. La trahison était totale. Chaque pilier sur lequel j'avais bâti ma vie venait de s'effondrer. Mais alors que Maya et moi passions des nuits entières à suivre des traces d'argent et à créer de fausses pistes numériques, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle ne m'a pas seulement appris à pirater, elle m'a montré comment penser comme Marcus, comment avoir toujours une longueur d'avance. Pour la première fois, je comprenais l'excitation que mon frère devait ressentir en manipulant les gens et les systèmes à son avantage. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que Maya découvre quelque chose qui changea tout. Caché dans les emails privés de Jennifer se trouvait une preuve que Marcus et Rachel ne s'étaient pas contentés de fuir avec l'argent. Ils préparaient quelque chose de bien plus grand. Les 2 millions de dollars n'étaient qu'un essai pour un vol bien plus vaste, visant non seulement notre entreprise, mais aussi plusieurs autres sociétés, avec un potentiel de gain dépassant les 50 millions de dollars. Et la date prévue pour ce coup d'envergure était dans seulement 3 jours. Nous étions soudain engagés dans une course contre la montre. Si Marcus réussissait ce second braquage, l'enquête sur la première fuite serait noyée dans le chaos, et toute chance de prouver mon innocence disparaîtrait. C'est alors que Maya a trouvé des messages suggérant que l'organisation de jeu de Tommy Rodriguez n'était qu'une façade pour quelque chose de bien plus dangereux. En tentant de se sauver, Marcus s'était retrouvé impliqué avec des gens qui ne laissaient jamais de témoins derrière eux. C'est alors que j'ai reçu un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il contenait une photo de la maison de ma mère, accompagnée d'un simple message. « Reste en dehors de ça, petit frère. » Il savait ce que j'étais en train de faire. Et maintenant, l'enjeu n'était plus seulement de laver mon nom. Il s'agissait de protéger tout ce que j'aimais. Après avoir reçu la menace contre ma mère, je l'ai convaincue d'aller chez sa sœur Andrea, 57 ans, à Portland. Mais avant de partir, elle m'a révélé quelque chose qui a bouleversé toute l'affaire. En nettoyant la chambre d'enfance de Marcus dans sa maison, elle avait trouvé une vieille clé USB. La clé contenait des fichiers cryptés datant de 5 ans, et un dossier en particulier a immédiatement attiré l'attention de Maya, Rodriguez Family Trust. Maya a passé 12 heures à décrypter ces fichiers, portés par les boissons énergisantes et une détermination sans faille. Ce que nous avons découvert était stupéfiant. Marcus ne s'était pas simplement retrouvé impliqué par hasard dans les affaires de jeux illégaux de Tommy Rodriguez.
Il travaillait pour eux depuis des années, utilisant son charisme et les contacts professionnels de mon père pour les aider à blanchir de l'argent à travers des entreprises légitimes. La dette de jeu n'était qu'une couverture, et je n'étais pas la première personne qu'ils avaient piégée pour leurs crimes. Nous avons découvert des dossiers détaillant 3 autres incidents où des employés innocents avaient été accusés à tort de détournement de fonds. Un nom a fait tomber la tasse de café des mains de Maya, Alan Parker, 55 ans, son ancien mentor, qui s'était prétendument suicidé il y a 2 ans après avoir été accusé de détournement de fonds dans son entreprise. Les similitudes avec mon cas étaient glaçantes. Mais la clé USB cachait un secret encore plus sombre. Parmi les fichiers se trouvait une série de photos montrant Jennifer en réunion avec mon père et Tommy Rodriguez dans une maison de vacances au bord du lac Tahoe, le même endroit où Rachel et moi avions prévu de nous fiancer. L'horodatage montrait que ces réunions avaient lieu chaque mois depuis plus d'1 an. Ce n'était plus seulement une affaire d'argent, mais une organisation criminelle soigneusement orchestrée, qui opérait sous les yeux de tout le monde. Le plus grand choc est venu lorsque nous avons trouvé un dossier contenant les plans détaillés du prochain vol de 50 millions de dollars. La cible n'était pas n'importe quelle entreprise, c'était la banque régionale qui gérait la majorité des transactions du secteur technologique de Sacramento. Marcus et son équipe ne se contentaient pas de voler de l'argent. Ils prévoyaient de provoquer l'effondrement de tout le secteur technologique local, menaçant potentiellement des milliers d'emplois et de moyens de subsistance. Le plan était brillamment complexe, utilisant le chaos de multiples intrusions simultanées pour masquer leur véritable cible. Tout s'est alors éclairé. Les détournements de Jennifer, les contacts professionnels de mon père, le charme de Marcus, l'infiltration de Rachel dans ma vie, tout cela faisait partie d'une mise en scène qui avait duré plus d'1 an. Ils avaient besoin de quelqu'un possédant précisément mes compétences et mon accès pour servir de bouc émissaire lorsque le vrai coup serait lancé. Le vol initial de 2 millions de dollars n'était qu'une répétition générale visant à établir ma culpabilité afin que, lorsque le véritable braquage aurait lieu, les forces de l'ordre aient déjà leurs suspects. Maya et moi étions à court de temps. Le braquage de la banque était prévu pour le vendredi matin, et nous n'avions aucune preuve tangible pouvant convaincre le FBI assez vite. C'est alors que Kevin a trouvé quelque chose d'inattendu. Il avait réussi à pirater le stockage cloud personnel de Rachel, et ce qu'il y a découvert m'a glacé le sang. Parmi ces fichiers se trouvaient des enregistrements détaillés de réunions entre Marcus et Tommy Rodriguez, y compris une où ils discutaient de ce qui m'arriverait après le braquage. Il ne comptait pas simplement me laisser porter le chapeau, il prévoyait de me forcer à me suicider en prison, tout comme le mentor de Maya. Nous avions enfin les preuves nécessaires, mais les transmettre au FBI prendrait trop de temps. Le braquage serait terminé avant qu'ils ne puissent agir. Maya a suggéré que nous essayions de stopper le vol nous-mêmes en piratant leur système, mais cela signifiait commettre un véritable cybercrime, franchir une limite dont il serait impossible de revenir en arrière. Alors que je réfléchissais à nos options, mon téléphone a vibré. C'était un message de Rachel, et il ne contenait que 3 mots. « Désolé, petit frère. » Il ne se contentait pas de détruire ma vie et il se moquait de moi en le faisant. À cet instant, assis dans l'appartement exigu de Maya, entouré de canettes de boissons énergisantes vides et d'écrans d'ordinateurs lumineux, j'ai pris une décision qui allait soit tout sauver, soit détruire ce qui me restait. Avec seulement 18 heures avant le braquage, Maya, Kevin et moi avons mis notre plan dangereux en action. Nous n'allions pas seulement stopper le braquage, nous allions retourner leur propre plan contre eux. Maya a découvert que Jennifer avait installé une porte dérobée dans les systèmes de l'entreprise pour faciliter le vol à venir. Au lieu d'essayer de la bloquer, nous l'avons modifiée, créant notre propre piège à l'intérieur du leur. Le plan était incroyablement risqué. Nous devions leur laisser croire que leur braquage réussissait tout en rassemblant des preuves et en redirigeant les fonds volés. Maya a conçu un système sophistiqué qui donnerait l'impression que leur transfert fonctionnait, tout en redirigeant en réalité l'argent vers un compte sécurisé du FBI. L'astuce consistait à faire en sorte qu'ils ne réalisent la supercherie que lorsqu'il serait trop tard. J'avais aussi une carte secrète dont je n'avais parlé ni à Maya ni à Kevin. J'avais secrètement contacté la plus grande rivale de Tommy Rodriguez, Elena Vasquez, 41 ans, et lui avait fourni des preuves montrant comment Rodriguez avait détourné de l'argent de leurs opérations communes. L'organisation d'Elena cherchait depuis longtemps un moyen de faire tomber Rodriguez, et mes informations étaient exactement ce dont ils avaient besoin. En échange de ces informations, Elena a promis de faire surveiller ma mère à Portland par ses hommes. Je savais que traiter avec une autre organisation criminelle était un jeu dangereux, mais j'avais besoin de toutes les cartes possibles. À l'approche de l'heure fatidique, un allié inattendu est apparu. Mike, l'agent de sécurité qui avait été impliqué dans la première intrusion, a pris contact avec Kevin. Il s'avère qu'il avait secrètement rassemblé ses propres preuves concernant les activités nocturnes de Jennifer, y compris des images de vidéosurveillance soi-disant corrompues. Il n'était pas intervenu plus tôt parce que Jennifer avait menacé la vie de sa fille, Amy, 12 ans, qui suivait un traitement médical expérimental. Jennifer avait usé de ses relations pour obtenir cette place,
et avait clairement indiqué qu'un mot de Mike mettrait fin à ce traitement. La veille du braquage, Maya a intercepté un message qui a failli tout faire capoter. Rachel ne se contentait pas d'aider au plan, elle était désormais la petite amie de Tommy Rodriguez. Elle lui fournissait également des informations sur Marcus, préparant mon frère à se faire doubler. Le message détaillait les plans pour éliminer Marcus une fois l'argent sécurisé, faisant de lui le dernier bouc émissaire. Pendant tout ce temps, mon propre frère ne savait même pas qu'il était devenu la prochaine victime du plan qu'il avait lui-même aidé à mettre en place. Et Rodriguez avait disparu avec la majeure partie de l'argent. Cela changeait tout. Marcus m'avait peut-être trahi, mais il restait mon frère. Et apprendre qu'il s'était lui aussi fait piéger a éveillé en moi des sentiments complexes. Maya soutenait que nous devions laisser leur trahison mutuelle se dérouler, car cela renforcerait encore davantage nos preuves. Mais j'ai pris une autre décision, et une décision qui prouverait soit que j'étais meilleur qu'eux, soit qui détruirait nos chances de réussir. J'ai anonymement envoyé à Marcus des preuves de la trahison de Rachel, sachant que cela ferait voler en éclats leur plan soigneusement orchestré. Maya pensait que j'étais fou, que je risquais tout sur la simple possibilité que Marcus ait encore une once de conscience. Mais je me suis souvenu de quelque chose que notre mère disait toujours à propos de Marcus, il ne sait pas gérer le fait d'être trahi, seulement celui d'être le traître. Comme je l'espérais, Marcus est devenu incontrôlable. Il a confronté Rachel à leur point de rendez-vous secret, une information que je connaissais grâce au logiciel de suivi que Maya avait placé dans le compte cloud de Rachel. Leur dispute a dégénéré, attirant l'attention de la sécurité de l'hôtel. Lorsque Rodriguez et ses hommes sont arrivés pour calmer la situation, Rachel avait déjà paniqué et appelé la police. Et Marcus, dans un dernier accès de rage, avait transmis l'intégralité de leur plan opérationnel à toutes les adresses e-mail qu'il avait, y compris plusieurs contacts du FBI. L'ironie était presque poétique, l'ultime acte de chaos de mon frère avait en réalité servi à me sauver. Mais alors que les véhicules d'urgence convergeaient vers l'hôtel et que les écrans de Maya montraient une activité croissante de l'organisation de Rodriguez, nous avons compris que tout n'était pas encore terminé. Les hommes de Rodriguez allaient tout faire pour étouffer l'affaire, et ils savaient où me trouver. Pire encore, mon père venait de m'envoyer un SMS, son premier message depuis des semaines. On doit parler. Maintenant. J'ai accepté de le rencontrer dans notre ancienne cabane familiale au bord du lac, l'endroit même où il emmenait Marcus et moi pêcher quand nous étions enfants. Maya a insisté pour installer des caméras de surveillance, et les hommes d'Elena gardaient discrètement les abords du chalet, une précaution qui allait bientôt s'avérer vitale. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de trouver non seulement mon père, mais aussi Jennifer, armée d'un pistolet qu'elle tenait avec une inquiétante assurance. Leur plan avait évolué. Avec l'effondrement du plan de Marcus menaçant de tout dévoiler, ils avaient besoin d'un nouveau bouc émissaire, quelqu'un à blâmer pour le vol initial et pour le braquage manqué de la banque. Mon père, pragmatique comme toujours, avait décidé que mon suicide serait la solution la plus propre. L'histoire était parfaite, rongée par la culpabilité de mes crimes, j'aurais décidé de me donner la mort dans notre ancienne cabane familiale, en laissant derrière moi une confession détaillée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Maya avait déjà transmis toutes les données de la clé USB de Marcus au FBI, accompagnées des preuves que nous avions recueillies sur le vaste complot criminel. Ils ne savaient pas non plus que les enregistrements de sécurité que Mike avait gardés, ceux censés avoir été corrompus, étaient en train d'être visionnés dans le bureau d'Elena Vasquez par plusieurs agents fédéraux très intéressés. Alors que mon père se lançait dans un discours sur la loyauté familiale et les sacrifices nécessaires, plusieurs choses se sont produites en même temps. Rachel, apparemment à la recherche de Jennifer, a fait irruption par la porte de derrière en état de panique. Elle saignait d'une coupure au front et hurlait à propos de Marcus. Tommy Rodriguez et ses hommes l'avaient rattrapé à l'hôtel, et la situation avait très mal tourné. Dans le chaos qui a suivi, Jennifer a pointé son arme vers Rachel, et j'ai vu l'expression de mon père changer. Il réalisait enfin jusqu'où il s'était enfoncé dans ce monde criminel. Le bruit des véhicules approchant a plongé Jennifer dans la panique. Quand elle s'est retournée pour regarder par la fenêtre, je l'ai plaqué au sol, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devoir faire à mon ancienne supérieure. Le raid du FBI qui a suivi s'est déroulé dans un tourbillon de cris et de lampes torchées. Grâce à l'indication d'Elena, ils avaient réussi à suivre les hommes de Rodriguez jusqu'à la cabane, et leur arrivée était juste à temps. Alors que l'agent Chen menait Jennifer menottée vers une voiture de police, mon père a tenté une dernière fois de se sortir d'affaire avec des paroles mielleuses. Mais les preuves contre lui étaient accablantes. Rachel a également été arrêtée, bien qu'elle semblait perdue dans ses pensées, marmonnant sans cesse à propos de Marcus. Nous avons appris plus tard que les hommes de Rodriguez avaient retrouvé mon frère à l'hôtel. Il avait survécu de justesse et se trouvait désormais en détention sous protection, ayant accepté de témoigner contre l'ensemble de l'organisation de Rodriguez en échange d'une réduction de peine. Les conséquences furent complexes. Le logiciel de Maya avait réussi à retracer et récupérer la majeure partie de l'argent volé, ce qui permit de sauver les entreprises technologiques et les emplois menacés.
Kevin s'est vu offrir un poste au sein de la division de lutte contre la cybercriminalité du FBI. Quant à Maya, eh bien, Maya et moi avons dîné ensemble hier soir, notre 3e rendez-vous ce mois-ci. Mon nom était blanchi, mais retourner à mon ancienne vie était impossible, trop de choses avaient changé. À la place, j'ai lancé ma propre entreprise de conseil en cybersécurité avec Maya, utilisant notre expérience pour protéger d'autres sociétés contre le type de violation qui avait failli détruire ma vie. La fille de Mike, Amy, va bien. Son traitement est désormais intégralement financé par une bourse médicale légitime. La semaine dernière, je suis allé rendre visite à Marcus à l'hôpital. Il est différent maintenant, plus calme, plus proche du frère que je me souviens avoir connu dans nos souvenirs d'enfance. Il s'est excusé, même si nous savons tous les deux que des mots ne pourront jamais effacer ce qu'il a fait. Mais en le voyant lutter pour se reconstruire à partir de rien, j'ai compris quelque chose d'important à propos de la vengeance. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire ses ennemis, mais de devenir plus fort qu'ils n'auraient jamais pensé que vous puissiez l'être. Mon père et Jennifer attendent leur procès, tout comme plusieurs membres de l'organisation de Rodriguez. Rachel a négocié un accord et purgera 5 ans de prison. Quant à Tommy Rodriguez, il avait réussi à échapper à son arrestation cette nuit-là, mais avec son organisation en ruine et les hommes d'Elena Vasquez à ses trousses, ses jours de pouvoir sont terminés. Ma mère est retournée vivre à Sacramento le mois dernier. Au cours d'un dîner récent, elle m'a rappelé quelque chose qu'elle nous disait toujours lorsque nous étions enfants. La vérité finit toujours par éclater. Elle avait raison, mais elle avait oublié de préciser une chose. Parfois, il faut se battre comme un diable pour qu'elle y parvienne. J'ai toujours la bague de fiançailles que j'avais achetée pour Rachel. Maya l'a remarqué dans mon tiroir la semaine dernière, a levé un sourcil, mais n'a rien dit. Je songe à la vendre et à utiliser l'argent pour créer un fonds destiné aux victimes de fraude corporative. Après tout, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à rendre les coups. Elle consiste à s'assurer que ce qui vous est arrivé ne puisse plus jamais arriver à quelqu'un d'autre.